L'histoire en vient-elle à masquer le passé au nom des intérêts du présent? L'histoire changerait-elle au gré de ceux qui en font le récit? Ce sont de vieilles questions que pose notre invité, mais qui prennent plus de relief à mesure que les esprits, s'ils sont défrichés de tout enracinement fort, ne savent pas à quel récit ni à quelle vérité se raccrocher. Leur perméabilité les rend vulnérables aux mensonges. Sans doute n'a-t-il jamais été aussi important de bien considérer l'histoire et même l'actualité. On s'aperçoit que pour l'actualité, on recourt de plus en plus à ces vérificateurs pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et donc pour l'histoire, qui est sujette à des méthodes, qui a un enseignement aussi, une manière d'exister, eh bien comment la concevoir aujourd'hui? Avons-nous tous la même histoire? Si tout se conjugue au pluriel, selon des identités choisies, tout ce qui s'est passé n'est-il qu'une affaire de point de vue? Voilà quelques-unes des questions que l'on peut débattre avec Jean-Frédéric Chaube, historien donc d'histoire moderne, spécialiste du monde ibérique et aussi de la race et de la colonisation. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et il nous gratifie de cette réflexion. Nous avons tous la même histoire, les défis des identités aux éditions d'Île Jacob. Bonjour Jean-Frédéric Chaube. Bonjour. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Certes, il y a eu plusieurs polémiques un peu à rebondissement sur la question de savoir si les historiens pouvaient parler de tout. Vous, c'est votre avis? Absolument. Je pense que toute personne qui se donne les moyens professionnels de produire de la recherche selon des méthodes et selon des pratiques de caractère scientifique est à même d'aborder n'importe quel sujet, pour autant que nous ayons des traces concernant les sujets dont on entend parler. Sans trace, pas de sujet. Sans trace, pas de sujet. Et l'une des grandes difficultés que nous affrontons aujourd'hui, c'est le fait que toutes les périodes de l'histoire et tous les segments de la société et toutes les sociétés ne bénéficient pas de la présence de traces matérielles de leur passé de la même manière. Quand on dit spécialiste de la race et de la colonisation, c'est un terme patenté, c'est une étiquette? Alors le terme de race a longtemps été employé avec des guillemets, tout simplement parce qu'il apparaissait comme un terme extrêmement dangereux, puisque le fait de l'employer sans guillemets laissait supposer l'idée que les races existeraient, comme une corrélation entre un pool génétique et des comportements sociaux, moraux ou religieux. Donc en gros, plus personne, y compris à l'extrême droite, ne pense en termes de race biologique. Le fait d'utiliser le terme de race au singulier et sans guillemets signifie que c'est une notion qui permet de comprendre des processus sociaux d'exclusion, de catégorisation, etc. Et ce qui est tout à fait différent de l'emploi du terme de race au pluriel, qui là signifierait qu'on croit en effet que l'humanité est divisée en races. Par exemple, l'idée évidemment aujourd'hui abandonnée que l'humanité procéderait d'un polygénisme, c'est-à-dire de plusieurs humanités discrètement séparées les unes des autres. Donc la race, si je comprends bien, n'a pas d'existence autre que celle de la catégorie qu'on veut bien lui donner. Exactement. En fait, à quoi sert l'usage de ce mot alors? Alors, il sert simplement à montrer que dans les processus historiques qui permettent de séparer une partie de la population considérée comme minoritaire ou considérée comme marginale de la proportion majoritaire, on attribue aux individus et aux familles qui font partie de ce groupe des qualités dont on suppose qu'elles ont été transmises de façon intergénérationnelle dans des processus où le corps lui-même intervient. C'est comme ça que, au fond, fonctionnent les processus de racialisation. Et si nous, les historiens, nous employons le terme de race sans guillemets, c'est pour dire que ce type de mécanisme politique a été une ressource fondamentale pour la constitution des sociétés dans le passé, c'est-à-dire qu'on pensait en effet que les races existaient et que ça a permis, ou ça a été un levier très important d'organisation des sociétés. À partir de quand a-t-on cessé de penser qu'elles existent? Disons que le grand traumatisme a été de constater les conséquences catastrophiques des théories raciales au cours de la Deuxième Guerre mondiale, avec la mise en place d'un État raciste, le Troisième Reich naturellement, et la catastrophe que la mise en œuvre de sa politique a signifié pour toute l'Europe. Et là, il y a un véritable effondrement de ces considérations, même si dans le domaine, je dirais, à la frontière entre le discours politique et le discours médical, quelque chose comme une considération des poules génétiques comme permettant quand même de définir les populations n'a jamais totalement disparu. Mais disons que dans le champ politique, aujourd'hui, je le répète, je mets au défi quiconque étudie les mouvements d'extrême droite en Europe,
je les mets au défi de trouver un corpus de doctrine qui s'appuie véritablement sur la race biologique aujourd'hui. On est dans l'interdit absolu, hein. De toute façon, c'est le tabou. Oui. C'est le tabou suprême. Bah, c'est pas que c'est un tabou, c'est que ça n'a scientifiquement aucun sens. Donc voilà, à la fois ça n'a scientifiquement aucune validité et ça a eu, dans un passé récent, des conséquences catastrophiques pour l'Europe. Ça suffit pour l'éliminer. Quelle est la source de votre inquiétude, Jean-Frédéric Chaube? Alors, la source de mon inquiétude, c'est au fond le fait que nous sommes en train de vivre une période dans laquelle nous sommes désarmés face à l'empire de ce que j'appelle le faux, hein, c'est-à-dire la fabrication d'informations fausses. On en a toutes sortes de sources, hein. Je rappelle dans l'ouvrage ce qu'a signifié la mise en circulation par l'administration de Donald Trump au lendemain de sa prise de fonction, la notion de fait alternatif, d'une part. D'autre part, nous sommes tous impactés, vous journalistes, nous, historiens, les professeurs, nos collègues du second degré, etc., aux conséquences du développement des intelligences artificielles génératives, non pas parce qu'elles sont une aide à la rédaction, hein, comme on dit, mais parce qu'elles sont des méthodes qui permettent de fabriquer purement et simplement des sources historiques imaginaires, et avec une vraisemblance et un réalisme tel que distinguer le vrai du faux devient extrêmement difficile. Et dans ce moment historique que nous vivons, hein, celui du triomphe possible du faux, et il me semble que l'éclatement des chercheurs, des universitaires, des historiens en différentes chapelles selon les identités des uns et des autres est un élément de désarmement extrêmement dangereux face à ce triomphe du faux. En clair, vous avez des historiens qui défendent des thèses absolument opposées, se disent historiens, tous les deux, et donc c'est une affaire de point de vue. Alors, sans que les sources les mettent d'accord. Alors, les historiens peuvent... Donnez-nous un exemple. Alors, les historiens peuvent avoir des interprétations divergentes des mêmes phénomènes. Le problème qui, pour moi, est aujourd'hui extrêmement inquiétant, c'est le fait que l'on assigne la capacité à parler d'un certain type d'objet à l'identité de l'historien lui-même. Autrement dit, je vais le dire très simplement, doit-on être juif pour parler de la Shoah? Doit-on être noir pour parler de la traite? Doit-on être femme pour faire de l'histoire des femmes? Personnellement, je ne le pense pas. Et je pense que cette fragmentation fait que le point de vue de celui qui parle en connaissance de cause, mais cette connaissance étant liée à son identité personnelle, est un argument d'autorité particulièrement dangereux. C'est à cela que je pense. Mais il y a toujours eu des écoles, Jean-Frédéric Chaube. Je ne sais pas, pour la Révolution française, il y a une école robespierriste, il y a une école qui est assignée à des noms, à des identités. Et on sait que quand on lit telle personne, il y a l'histoire de cette personne derrière. C'est vrai, c'est-à-dire que on ne peut pas évacuer totalement la subjectivité du chercheur, pas plus en sciences humaines d'ailleurs qu'en sciences exactes. D'ailleurs, tous les physiciens qui ont produit des avancées considérables en physique théorique au cours du XXe siècle, aucun d'entre eux n'a jamais nié la part de poésie, la part d'imagination qui habitait leur démarche scientifique. Donc il n'est pas du tout question de prétendre à une objectivation absolue du savoir historique. En revanche, le fait de revendiquer positivement la subjectivité, l'identité, le sentiment, le ressenti comme une clé de production de connaissances qui est aujourd'hui crânement avancée dans un certain nombre de secteurs idéologiques ou politiques, là, ça pose un véritable problème. Quels sont les exemples les plus manifestes que vous soulignez? Alors, si vous voulez, moi, je pense que l'université comme institution est bousculée à plusieurs reprises pour pouvoir accepter en son sein de considérer certains sujets comme dignes d'être enseignés. C'est-à-dire, il a fallu, il faut dire les choses très simplement, la puissance politique du Parti communiste dans l'après-guerre pour que la question du monde ouvrier, la question du mouvement ouvrier devienne un objet académique légitime et que donc des chaires en Sorbonne soient consacrées à cet objet. On peut dire la même chose de l'histoire des femmes, on peut dire la même chose de l'histoire de la colonisation, c'est-à-dire que pendant une période, ces objets
ne font pas l'objet d'un enseignement formalisé. Des institutions militantes poussent et, en quelque sorte, mettent le pied dans la porte et permettent que ces sujets soient enfin abordés. Et mon avis, c'est qu'une fois que l'Académie, c'est-à-dire l'université officielle d'État, a reconnu que ces sujets étaient dignes d'être enseignés, la posture militante doit se retirer. Le point est là. C'est-à-dire que le militantisme impose des sujets qu'on considérait comme marginaux me paraît légitime, mais dès lors qu'ils ont cessé d'être marginaux, et le mouvement ouvrier, l'histoire des femmes et du genre ou la colonisation ne sont pas aujourd'hui des objets marginaux. Aujourd'hui, c'est même plutôt la mode, la tendance. En tout cas, ce sont des objets qui sont aussi légitimes que l'histoire du monde rural ou que l'histoire religieuse ou que l'histoire de la bourgeoisie. Oui, mais on est sorti d'une histoire unitaire, du grand récit national. Ça, on en est sorti. C'est difficile quand même maintenant de faire une carrière là-dessus. Alors, sur le récit national, puisque vous me posez la question, le problème est un petit peu difficile pour les historiens selon qu'ils sont enseignants dans le second degré ou à l'université, voire dans le primaire. Puisque d'un côté, il existe une tension entre la volonté de perpétuer un récit national qui permet de s'identifier comme citoyen français en relation avec une histoire non pas bicentenaire, mais une histoire millénaire, et le fait que ce récit national tel qu'il est, en quelque sorte, rêvé, le roman national, une fois qu'il a été enseigné à un niveau primaire ou au début du secondaire, est ensuite déconstruit, parce que très largement ce récit national est mythique. Personnellement, je pense qu'il n'est pas bon d'enseigner une histoire à laquelle on ne croit pas pour ensuite la déconstruire. Et je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait des signes d'identité qui embrassent la totalité des citoyens de notre pays, hein, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur inscription spirituelle ou autre. Mais je ne suis pas sûr que la fabrication d'une histoire qui va de Vercingétorix à Emmanuel Macron soit la bonne manière de le faire. L'exemple que je donne et auquel je tiens beaucoup, je crois que ce que les enseignants de l'ensemble du système scolaire ont fait en 2022, c'est-à-dire faire jouer à des enfants de toutes origines sociales des scènes de Molière et de communier autour de la mémoire d'un écrivain aussi extraordinaire que Molière, et d'un effet, à mon avis, beaucoup plus efficace pour créer du commun que de fabriquer une histoire à laquelle, au fond, plus personne ne croit réellement. Ce n'est pas exclusif, le temps long quand même. Le temps long, oui. Mais le temps long, ça compte. Le temps long, ça compte, mais vous voyez bien que si on me pose la question, l'Empire carolingien annonce-t-il l'Union européenne? Comme historien, je ne peux dire qu'une chose, c'est non. Ça n'annonce pas l'Union européenne. On le présente comme ça. La tentation existe. Il y a un prix Charlemagne. Est-ce que Philippe le Bel, en attaquant la papauté et l'ordre des Templiers, est le père de la laïcité? Non, il n'est pas le père de la laïcité. Et je pourrais multiplier les exemples. Est-ce que Saint-Louis rendant la justice, ou Louis IX rendant la justice à l'arbre de Vincennes, est le père, disons, est l'ancêtre de la chancellerie de la place Vendôme? Non, bien sûr que non. Et je pourrais multiplier comme ça les exemples. C'est-à-dire que je crois que fabriquer une histoire qu'ensuite nous, les universitaires, nous ne pouvons que démentir, ça n'est pas un bon mouvement. Et donc l'histoire à la Jacques Bainville, ce n'est pas bon. L'histoire à la Jacques Bainville peut être déconstruite pierre par pierre. Mais on peut déconstruire toutes les histoires, Jean-Frédéric Chaume. On peut déconstruire toutes les histoires. La déconstruction aussi. C'est tout à fait certain qu'on peut déconstruire la déconstruction. Il n'empêche que je crois que ça n'est pas un récit continu de l'histoire de France depuis 1000 ans ou 1500 ans ou 2000 ans qui est le meilleur vecteur pour fabriquer un sentiment d'appartenance commune en 2024. Voilà. Mais si on pousse ce raisonnement, les religions qui se fondent sur un récit fondateur, le Christ arrivé dans l'histoire de l'humanité, mis en cause aujourd'hui par certains auteurs, on en a parlé sur notre antenne, ça aussi c'est du temps long. La tradition de l'Église ne repose que sur du temps long. Ah, certainement. Donc vous semblez dire qu'en fait ce temps long, qu'il n'y a pas de lien, qu'il ne doit pas y avoir de lien nécessaire ou qu'il n'y a pas de lien évident entre par exemple les pères de l'Église et la situation, la spiritualité d'aujourd'hui, alors que quand on les lit, on trouve que l'on abolit le temps. Alors ça, c'est certain. Je pense que sur le sujet où vous m'amenez, c'est tout à fait certain. Et j'en ai fait, à dire vrai, dans mon enseignement récemment l'expérience,
autour d'un texte de Benoît XVI concernant le chemin de Damas, qui est une explication extrêmement intéressante, enfin une interprétation extrêmement intéressante du chemin de Damas. Quand on la lit très, très sérieusement, quand on lit ce texte de Benoît XVI très sérieusement, c'est un texte qui est contemporain des pères de l'Église, littéralement. Ce qui fait qu'en effet, il y a une durée particulière de la vie spirituelle et de la vie doctrinale, qui est celle, en l'occurrence, de l'Église romaine. Et ça, bien sûr, ces durées-là existent, mais ça n'est pas de l'ordre du sentiment d'appartenance à une nation, par exemple. C'est totalement différent. Voilà. Mais c'est le sentiment d'appartenance à une institution. À une institution ou une spiritualité. Bon, ça pourrait, voilà, on pourrait discuter longuement sur ce point. Mais je suis en effet d'accord. Il n'y a pas qu'un seul type de durée. Il est certain qu'il n'y a pas... C'est-à-dire, la durée... Et vous savez bien que l'école à laquelle j'appartiens, et dont l'un des fondateurs est Fernand Braudel, a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a des durées de types différents. La répétition des façons de faire et du rapport à la nature dans le monde rural est un rythme particulier. Voilà, et le monde urbain a un autre rythme. Donc, il y a plusieurs rythmes en histoire, bien sûr. L'histoire tendrait à considérer qu'il faut mettre les événements du passé sur une sorte d'étagère et que l'on regarderait de manière un petit peu clinique, alors qu'on vit dans notre imaginaire avec des repères peut-être qui sont beaucoup plus hérités du passé que ceux que l'on reçoit dans le présent. Oui, je peux être beaucoup plus proche de personnes qui ont vécu il y a très longtemps que de mes contemporains que je croise dans le métro. Hein. Oui, mais simplement oui, les gens du... Mais êtes-vous sûr de savoir exactement comment étaient ces gens du passé? Et donc c'est là que nous, historiens... C'est là la question. C'est là que nous, pourquoi historiens... Pourquoi je suis proche d'eux? Non, pourquoi avez-vous le sentiment d'être proche d'eux? Je ne suis pas sûr que vous soyez proche d'eux. Donc nous, les historiens, notre boulot, ça consiste précisément à essayer, du mieux que nous pouvons, de comprendre ces gens du passé, avec l'idée, je crois, vraiment chevillée au corps, que le passé n'est pas à notre portée, en ce sens que nous ne pouvons pas modifier le passé. C'est-à-dire que le passé, c'est ce qui s'est produit indépendamment de nous, et donc nous n'avons pas la liberté de moduler le passé. Et c'est en ça que nous sommes des scientifiques. C'est-à-dire que, de même qu'un astrophysicien s'occupe de planètes dont il ne peut pas modifier la morphologie, eh bien, nous ne pouvons pas modifier le passé, nous les historiens. Sauf si des découvertes viennent à en corriger l'interprétation. Non. Le passé, il est passé. Ce qui peut se modifier, c'est le regard que nous portons sur lui par la découverte, en effet, de traces nouvelles. Vous savez comme moi que aussi bien les historiens dans les archives continuent à découvrir des trésors de documents qui n'avaient jamais été examinés. Les archéologues font un travail extraordinaire pour rendre compte des sociétés avec ou sans écriture. Voilà, donc en effet, notre connaissance du passé évolue, mais le passé, lui, il reste là où il est. Une question, vous êtes spécialiste du monde ibérique, oui. Jean-Frédéric Chaube. Sur la question de l'esclavage, par exemple, et des mouvements entre l'Afrique et l'Amérique, il y a un regard propre à l'Amérique qu'on n'a pas forcément exploité. Alors, il se trouve que nous, les Européens, nous sommes dans une situation un peu différente des Américains, et notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que nous continuons à gérer les conséquences à long terme des colonisations que nous avons conduites en Afrique et en Asie surtout, plus qu'en Amérique, à dire vrai, tandis que les sociétés américaines, les États-Unis, le Brésil en sont de très bons exemples, même Cuba, sont des sociétés qui se donnent comme la principale question de la vie commune, la gestion des populations qui sont les héritiers des anciens esclaves affranchis. C'est pas du tout... Enfin, notre problématique est très différente en Europe. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus entre la façon dont, aux États-Unis, on pose ces questions et la façon dont on les pose en France ou en Espagne ou en Italie. Nous n'avons pas la même histoire de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il y a un procès à faire à l'Europe? Alors ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a un procès à faire à l'Europe? Je vais dire la chose très simplement. Si, du point de vue, disons, du fait colonial et du point de vue de la racialisation, si c'est ça votre question, je pense que l'Europe n'a pas un profil particulier à cet égard. C'est-à-dire que la conquête de territoire
La mise à profit économique de ces conquêtes et des idéologies qui justifient ces conquêtes, c'est quelque chose qui s'est produit absolument partout dans le monde. Les Européens n'ont rien de spécifique dans leur volonté de conquérir des territoires plus faibles à un moment donné. De même que les processus de racialisation ne sont pas une spécificité européenne. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une culpabilité européenne? C'est ça votre question. Alors, en fait, je pense qu'il y a trois caractéristiques que l'on peut attacher historiquement, singularisées pour l'Europe. Un, c'est l'incroyable longue durée du rapport malheureux de l'Europe chrétienne au judaïsme, ce qui n'en est pas, à mon avis, la conséquence mécanique, mais le fait que la Shoah s'est produite en Europe et pas ailleurs. Voilà. Ça, c'est très spécifique. La deuxième spécificité, c'est que l'Europe, en l'occurrence les Ibériques, en conquérant les Amériques, ont produit, comme on sait, une catastrophe démographique sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, 90% de la population amérindienne qui disparaît en 40 ans, et l'importation forcée de 12 millions ou 13 millions d'Africains comme force de travail. Cette ingénierie sociale, à cette échelle-là, à une époque où il n'y a pas de bateau à vapeur, ni d'armes automatiques, ça n'a pas d'équivalent non plus. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire du monde de quelque chose d'aussi énorme que la manière dont les Européens ont trituré les populations, si j'ose dire, aux Amériques. Et peut-être que le troisième élément, mais qui est toujours d'actualité, mais pas en Europe, c'est qu'au XIXe siècle, les Européens ont inventé quelque chose de monstrueux, qui est l'État national souverain reposant sur la citoyenneté, avec une dimension impériale d'outre-mer. Ça, c'est quelque chose d'absolument... C'est-à-dire que, l'exemple, nous, en France, on a bien cet exemple, c'est la République française. Une indivisible. Une indivisible, et les trois départements algériens, avec une population qui est exclue du champ politique pour 90% de... Voilà. Donc ça, c'est trois éléments qui vraiment singularisent l'Europe. Mais je serais tout à fait hostile à l'idée qu'il y aurait une sorte de culpabilité superlative de l'Europe par rapport à d'autres régions du monde dans les processus et de colonisation et de racialisation. Un dernier point et une réponse rapide, s'il vous plaît, Jean-Frédéric Chaube. Vous dédiez cet ouvrage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Oui, je leur ai dit d'abord parce que ce sont des collègues qui enseignaient dans le segment qui, à mon avis, est le plus fondamental pour la formation de la société, c'est-à-dire l'enseignement secondaire. Deuxièmement, parce que je pense que notre société est très oublieuse. Et troisièmement, parce que je pense que la tragédie dont ils ont été victimes amène à poser la question de l'islam politique comme un défi pour notre société. Et cela signifie que c'est difficile d'enseigner l'histoire et ça le sera de plus en plus. Je ne sais pas si ça sera de plus en plus, mais je pense qu'il faut que la société soit derrière nos profs, derrière nos proviseurs, comme celui du lycée Ravel, parce que l'attaque que l'école subit de la part de l'islam politique est un défi gravissime pour notre société. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ces éléments de réflexion sur l'histoire au fil de cet essai où on retrouvera en détail justement cette réflexion de manière encore plus aboutie. Nous avons tous la même histoire, les défis d'identité chez Odile Jacob. Jean-Frédéric Chaube, historien qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci, à bientôt. Merci à vous.